Bonjour Melik Özden, vous êtes directeur du Centre Europe Tiers-Monde, c'est une ONG suisse basée à Genève qui existe depuis 1970. C'est également une maison d'édition qui est spécialisée dans les problématiques Nord-Sud. Le CETIM est membre consultatif de ECOSOC, qui est le Conseil économique et social des Nations Unies. Votre slogan, il vous définit assez bien, c'est « Il n'y a pas un monde développé, un monde sous-développé, mais un seul monde mal développé ». Vous êtes spécialisé dans le plaidoyer pour les pays du tiers-monde, pour les pays du Sud, en Suisse, qui est un pays particulièrement riche. Et vous avez un certain nombre d'actions d'une grande originalité que nous avons décidé d'évoquer avec vous aujourd'hui. Notamment, vous étiez à l'Assemblée nationale française pour défendre un traité, en tout cas un projet de traité, qui permettrait de mettre fin à l'impunité des sociétés transnationales, des multinationales, qui agissent aujourd'hui dans un cadre qu'on pourrait considérer comme effectivement de l'impunité. Alors, pouvez-vous nous raconter l'histoire de ce combat qui commence, je pense, avec une initiative d'un pays d'Amérique latine, l'Équateur? Alors, si on doit parler de l'histoire récente, effectivement, ça a commencé en 2014 sous le leadership de l'Équateur et l'Afrique du Sud. Il ne faut pas oublier, ces deux pays ont proposé une résolution pour créer un mandat. Et avec ce mandat, il s'agit d'un groupe de travail intergouvernemental de l'ONU, c'est important de souligner, au sein du Conseil des droits de l'homme. Et ce groupe de travail est chargé d'élaborer un traité contraignant sur les sociétés transnationales. Bon, il faut rappeler quand même que ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, le débat au niveau international sur ces entités qui posent énormément de problèmes, comme vous le savez. Ça fait presque ou plus de 40 ans qu'on en parle, mais toutes les initiatives dans ce sens pour des normes contraignantes ont été échouées ou abandonnées sous la pression du lobby de ces entités très puissantes et évidemment certains États qui se comportent comme leur relais au sein de l'ONU au niveau international. Donc pour revenir à l'initiative récente, ça a été porté par l'Équateur et l'Afrique du Sud, et sous leur leadership, une résolution qui a été votée. Donc, ce groupe de travail a été instauré en 2014. Donc, on a eu 3 sessions de ce groupe de travail intergouvernemental. Donc, comme son mandat consiste à élaborer un traité international. Donc, dans le mandat, évidemment, on parle des normes contraignantes, mais finalement, ça doit aboutir à un traité contraignant sur ces entités. Donc, comme il n'y avait pas un projet sur la table concret de traité, il était prévu que 2 premières sessions portent sur le contenu, sur la portée, sur la forme de ce futur traité. Et finalement, l'année passée, au mois d'octobre, l'Équateur, qui assure la présidence de ce groupe de travail par rapport à tout ce qui a été proposé pendant 2 ans, est arrivé avec un document qui s'appelle des éléments à utiliser dans la rédaction de futurs traités. Nous, c'est à ce titre-là que je suis là. Le CETIM joue donc un rôle pivot d'une campagne mondiale. Donc le nom c'est un peu long, mais c'est assez explicite. La campagne mondiale pour revendiquer la souveraineté des peuples, démanteler le pouvoir des sociétés transnationales et mettre fin à leur impunité. Donc c'est une campagne qui regroupe 200 organisations. Parmi ces 200 organisations, il y a bien sûr des associations de défense des victimes, des communautés affectées, mais aussi il y a des mouvements sociaux comme des syndicats, comme des organisations de paysannes, comme organisations des femmes, comme des organisations de défense de l'environnement. Donc nous avons élaboré ce document que nous avons présenté officiellement, formellement au groupe de travail au mois d'octobre, justement pour pouvoir influer sur les négociations en cours au sein de ce groupe de travail intergouvernemental. Donc vous trouverez la liste des organisations membres à la fin de ce document. Alors quel est l'accueil que vous avez reçu à l'Assemblée nationale française? Alors, à l'Assemblée nationale française, nous étions invités par 3 députés.
donc Madame Clapeau, Monsieur Potier et Monsieur Lecoq. Et là, l'objectif était de sensibiliser sur cette question et surtout de pousser à l'engagement de la France en tant qu'État au sein de l'ONU. Il faut que je vous dise, pour le moment, l'Union européenne fait tout son possible, soit pour bloquer les négociations, soit dérailler ce processus, alors que la France reste un peu en retrait, alors que c'est un pays qui compte quand même, c'est un État important, c'est un grand pays, c'est une voix qui est écoutée à l'ONU, mais curieusement, la France laisse faire les bureaucrates de Bruxelles de gérer ce dossier, et les États membres de l'Union européenne restent en retrait par rapport à ce processus. Alors, ces bureaucrates de l'Union européenne, qu'est-ce qu'ils font pour bloquer, pour faire dérailler le processus concrètement, à Genève, par exemple, ils utilisent chaque fois qu'il y a une session, ils essayent d'utiliser des artifices procéduraux pour retarder les négociations ou essayer de bloquer, essayer d'empêcher les discussions sur ce dossier. D'ailleurs, ce qu'ils ont fait à New York, à l'Assemblée générale, carrément, c'était couper le budget de ce groupe de travail. Donc, c'était une tentative encore pour empêcher que des discussions aient lieu sur ce dossier important. Alors, est-ce que vous avez quand même des alliés au sein de l'Union européenne ? Ben justement, donc, ce qu'on a fait, c'est très important. Par exemple, M. Dominique Potier a réussi à fédérer avec une pétition 250 parlementaires, à la fois des députés, à la fois des sénateurs, et a adressé une pétition au président de la République, à M. Macron, pour demander l'engagement de la France. Donc, au mois d'octobre, nous avons accueilli à Genève un forum parlementaire à l'initiative des parlementaires européens. Et là, à l'issue de ce forum, il y a un appel qui a été lancé par 200 parlementaires provenant de 20 pays. Donc, évidemment, nous devons avoir cette articulation, ce relais politique. Donc, nous travaillons à la fois avec les États, à la fois les élus, à la fois les mouvements sociaux, afin que ce processus puisse avancer et couronner de succès. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'actions discutables de multinationales qui sont couvertes par l'impunité aujourd'hui et qui pourraient être pénalisées demain si le traité que vous défendez était adopté par les Nations Unies ou bien par un groupe d'États aussi large possible au sein des Nations Unies? Alors, il y en a énormément. Ça serait très fastidieux d'en parler, mais... Quelques exemples. Dans cette publication que nous avons publiée du CETIM, donc l'impunité des sociétés transnationales, un des exemples, disons, emblématiques, c'est le cas de Texaco Chevron en Équateur. Donc cette compagnie pétrolière a souillé 450 000 hectares de terre pendant 26 ans. Donc, il y a eu une lutte des victimes de cette compagnie dans ce pays pendant une bataille judiciaire pendant une dizaine d'années. Donc, les victimes ont gagné le procès en Équateur. Donc, la justice équatorienne a condamné cette compagnie à 9 milliards de dollars dommages et intérêts pour réparer, si possible, tous ces dégâts. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, cette compagnie? A retiré ses avoirs de ce pays-là et, en plus, multiplie des procès aux États-Unis, ce que j'appellerais de l'instrumentalisation de la justice américaine pour criminaliser les victimes de Chevron en Équateur et pour ne pas payer cette condamnation. D'autres exemples, par exemple, en 2006, il y a eu un bateau qui s'appelait Probo Koala de la compagnie Trafigura qui a déversé des déchets toxiques à Abidjan. Il y a plus de 100 000 personnes qui étaient touchées dans leur santé. Et malheureusement, il y a eu des procès, des tentatives, que ce soit
à Londres, aux Pays-Bas et en Côte d'Ivoire même, mais malheureusement ça a abouti à des négociations à l'amiable avec des sommes ridicules. Voilà. Donc on peut aussi qualifier que la justice n'a pas été rendue pour les victimes. Donc il y a énormément je rappelle encore de ce document du CETIM qui est disponible sur notre site, on peut télécharger gratuitement. Hein. Donc il y a énormément de cas qui sont recensés dedans. Alors, a priori, donc, vous voudriez peut-être voir installer un tribunal transnational, en tout cas une entité juridique transnationale qui traquerait les multinationales délinquantes. Aujourd'hui, la Cour pénale internationale, c'est une sorte de tribunal pénal international qui avait pour vocation, disons, de légiférer d'un point de vue mondial sur les atteintes aux droits de l'homme. Aujourd'hui, la Cour pénale internationale est dans une impasse totale. Est-ce que c'est pas un peu décourageant pour ceux qui espèrent une sorte de bataille globale contre l'impunité des entreprises, à la mesure des enjeux de la mondialisation, de voir que sur la question du droit pénal, il y a le statut de Rome, un traité international qui est bancal, qui finalement pousse la justice à ne s'intéresser qu'aux Africains et qui omet de s'intéresser aux États qui peuvent violer les droits de l'homme et aux entreprises également, qui ne ciblent finalement que les individus et qui multiplient les scandales et les instrumentalisations politiques. Est-ce que on peut encore espérer sur le terrain du droit des populations, des droits économiques, quelque chose, alors que sur le terrain des droits, disons, des droits de l'homme, du droit pénal, il y a déjà eu cet échec en tout cas annoncé de la Cour pénale internationale? Donc, il y a plusieurs niveaux d'explication, hein, de réponse qu'on pourrait donner à votre question. Premièrement, on n'est pas sur le même registre. Quand on parle de la Cour pénale internationale, c'est vrai que très souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est des chefs d'État, chefs de gouvernement qui sont en exercice, même parfois, qu'il faut inculper, poursuivre. C'est très compliqué au niveau politique. Mais là, quand on parle d'un tribunal ou une cour internationale sur les sociétés transnationales, la cible, c'est vraiment une entité privée et des personnes, c'est-à-dire des individus qui dirigent ces entités. Donc, qu'est-ce que nous voulons? C'est vraiment soumettre à la loi ces entités. Ce n'est pas, disons, une révolution mondiale, peut-être une petite révolution au niveau du droit international, vraiment des entités privées ou des individus qui ne respectent pas les droits humains, qui ne respectent pas les normes sur le travail et sur les normes sur l'environnement. C'est ça le but. Et il faut aussi le dire que ce tribunal, donc on ne va pas à tout bout de champ s'adresser à ce tribunal. Imaginons qu'une compagnie X a commis une violation à Paris. Tout d'abord, on va s'adresser à un juge parisien, donc à un juge national qui doit juger le cas. Mais pour X raison, si ce juge ou la justice française n'arrive pas à faire son boulot, ça peut être manque de volonté politique, ça peut être un obstacle par rapport à la coopération judiciaire avec un autre pays. Je vous ai donné le cas de Texaco Chevron en Amazonie équatorienne. Donc, qu'est-ce qui se passe? La justice des autres pays ne collabore pas, en commençant par la justice des États-Unis, donc pour exécuter la sentence. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire, les victimes? Donc, on a besoin d'un mécanisme, une instance internationale, mais avec des pouvoirs. Il faut donner les moyens à cette instance qui, en cas de problème, que ce soit, comme je disais, le manque de volonté politique ou dans certains pays, tout simplement, l'appareil judiciaire n'existe pas ou des lois n'existent pas ou il n'y a pas de moyens, la capacité, il ne faut pas oublier, ces entités brassent des centaines de milliards de dollars, hein, sont plus puissants que plus de la moitié des États sur cette terre. Donc, il faut avoir des capacités et moyens pour poursuivre en justice. Et on connaît aussi la capacité de ces entités d'influencer des décisions politiques, des décisions économiques, etc. Donc, vraiment donner la possibilité aux victimes, aux communautés affectées d'avoir accès à la justice. Donc, je répète,
l'essentiel du travail doit être fait par des juges nationaux. Mais en cas de problème, au moins, les victimes auraient la possibilité de saisir cette instance. Alors, vous êtes donc un militant, enfin le CETIM est une organisation tiers-mondiste, comme on disait à la grande époque. Le tiers-mondisme est disons, une idéologie, ou en tout cas une manière de militer qui a beaucoup reflué ces dernières décennies, qui est beaucoup moins populaire que par le passé. Pourquoi? Et est-ce que vous pensez que c'est toujours une manière de voir le monde qui a son sens, sa pertinence? Plus que jamais, malheureusement. Pourquoi? Parce que l'analyse du CETIM sur des questions de développement, parce que le CETIM a publié énormément de livres là-dessus, pour qui, pourquoi, comment, il n'y a pas une seule voie de développement comme maintenant on impose au monde entier depuis plusieurs décennies ce système capitaliste néolibéral. Résultat, on voit l'explosion des inégalités, on voit le monopole de ces entités transnationales qui nous imposent ce qu'on doit manger, comment on doit s'habiller, ce qu'on doit penser, etc. Donc vraiment, ces entités sont devenues une menace pour la démocratie, pour l'application des droits humains, des lois qui ont été élaborées pendant des décennies avec des luttes vraiment de nos ancêtres, des militants qui ont laissé vraiment leur vie pour obtenir les droits qui sont codifiés. Donc tous ces droits ont été petit à petit éliminés en faveur d'une petite minorité qui maintenant impose sa volonté au peuple et aux citoyens. Quand on regarde objectivement les choses en face, les parlements sont devenus une simple chambre d'enregistrement. Les gouvernements se sont mis au service de ces entités ou très souvent par menaces et chantage. Donc, ils n'arrivent pas à réagir. C'est pourquoi les analyses du CETIM sont encore pertinentes et valables. Donc, il faut continuer le combat, bien entendu. C'est extrêmement difficile aussi pour une simple raison, parce qu'à l'époque, disons, il y avait encore des espaces pour des associations, pour des organisations, pour porter cette voix de solidarité internationale, pour dire, voilà, ce qui ne va pas concrètement, des choses qui ne vont pas dans notre monde, dans nos sociétés, mais il faut le dire que c'est vrai, vous avez raison, l'espace est trop rétréci. D'ailleurs, nous-mêmes, on dit CETIM, mais c'est une toute petite structure. Nous avons toute la peine du monde de trouver des financements pour nos activités, pour publier nos livres, pour faire connaître nos activités. Donc là, c'est clair qu'évidemment, on ne va pas demander de l'argent à des transnationales ou à des banques, c'est évident, mais l'argent se trouve là. On refuse de s'adresser là. Alors, nous avons besoin vraiment de soutien aussi sur ce chapitre-là pour pouvoir continuer travailler et porter surtout la voix des peuples opprimés, des citoyens qui sont opprimés, des communautés qui sont affectées par ces entités. Vous êtes une ONG suisse. La Suisse est un tout petit pays avec des grosses multinationales. Oui. Alors, en vous mettant ce créneau-là, est-ce que vous n'avez pas peur d'être taxé d'antipatriotisme? Non. Non. Enfin, oui et non. Peut-être certaines le pensent, en tout cas on ne nous a pas fait savoir, mais il faut savoir qu'en Suisse aussi il y a une prise de conscience sur ces chapitres-là. Vous avez raison, nous sommes champions du monde au niveau des sièges transnationales qui s'installent. Pourquoi? Parce qu'elles sont à l'abri des poursuites judiciaires en cas de problème et évidemment elles ne payent pas ou très peu d'impôts par rapport à leurs activités qui génèrent des milliards de revenus pourtant. Donc, pour elles, c'est profitable de se réfugier dans un pays comme la Suisse. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Il y a eu depuis quelques années, la société civile suisse s'est mobilisée. Nous avions une coalition
Et nous avons récolté, comme vous connaissez le système politique suisse, soit on peut adresser des pétitions, soit on peut lancer une initiative populaire. D'abord, on a fait une pétition contre toute attente. Nous avons reçu, je ne sais pas, 130 000 signatures des citoyens suisses que nous avons envoyées au gouvernement fédéral à Berne. Mais il se trouve que les autorités fédérales ont ignoré cet appel des citoyens. Alors, comme nous avons des droits politiques, des possibilités de faire une initiative, donc nous avons lancé une initiative il y a 2 ans. Et là aussi, on a récolté, je ne sais pas, 130 ou 140 000 signatures, donc 100 000 suffisait pour que le gouvernement organise un vote populaire. Donc, nous sommes plus de 70 organisations actuellement, 70 je devrais dire, en français. 70 aussi en français. Et donc, normalement, le peuple suisse est amené à voter, donc je crois que cet automne, sur cette initiative populaire. Quel est le but? Le but, c'est que c'est pouvoir poursuivre en justice, en Suisse, les compagnies qui ont leur siège en Suisse, qui opèrent à partir de la Suisse, mais commettent des violations à l'étranger. Voilà. Ben, on suivra cette initiative, la suite de cette initiative. Merci beaucoup, Mélie Gosden, d'avoir été avec nous. Et bon retour en Suisse. Merci beaucoup.